Ave mon camarade, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler de la loi de chat control, de l'identité numérique et de l'euro numérique. En fait, on va parler du fait qu'on est en train de devenir des animaux domestiques. On est en train de creuser la différence entre le loup et le chien. Le chien qui vit en appartement, qui est pucé, qui est tracé. L'humain, le citadin, commence à devenir de plus en plus un animal domestique, surveillé de toutes parts. Et je trouve ça vraiment navrant. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, fais quelque chose d'utile pour toi. Fais de la vaisselle, fais du rangement, fais du ménage, mets un j'aime, mets un commentaire, ça c'est pour me faire booster l'algorithme, et abonne-toi à la chaîne. Sur ce, si t'es prêt, on y va, let's go. Donc on en a déjà parlé sur cette chaîne, je te le rappelle ici, il va y avoir la loi de chat control qui sera votée entre demain et après-demain au moment où je tourne cet épisode, je tourne le 13. C'est une loi qui consiste à ne plus avoir de vie privée sur les réseaux sociaux, en gros même sur les messageries qui sont censées être cryptées, il y aura un bot qui pourra analyser tous tes messages, tout ce que tu pourras dire, envoyer, photographier, etc. ce sera analysé, scanné, et il y aura un grand serveur, les big data, qui vont avoir un œil sur toi. Officiellement, c'est pour lutter contre la pédopornographie, mais évidemment, tu sais très bien que ce genre d'outils, les outils, c'est dans les mains de qui sont inquiétants. Sauf que même si tu crées un outil qui est formidable maintenant, les gens, ils héritent, tu vois. C'est-à-dire que cet outil formidable, il va tomber dans les mains de quelqu'un d'autre à un moment. Quelqu'un peut s'en emparer, et un outil aussi puissant, ça va inévitablement se tourner contre les opposants politiques. Ensuite, l'euro numérique. Si j'ai bien compris en lisant un petit peu de la documentation, je me suis aidé de ChatGPT, ce sera pas tout de suite pour remplacer le liquide, c'est-à-dire qu'il y aura une phase de transition entre l'euro numérique et les liquidités qu'on a encore actuellement, où on pourra payer les deux, mais vers 2027-2029, ça risque d'être la phase finale où ça peut passer à quelque chose de définitif. Encore une fois, ça c'est uniquement si ça se passe bien, c'est-à-dire que s'il y a des refus, s'il y a des votes contre, ça peut être repoussé, ça peut être dans un futur encore plus lointain. Et quoi qu'il arrive, c'est demain, quoi. Le temps il passe assez vite, ça va accélérer. Je pense que c'est dans l'intérêt déjà de l'Union européenne, donc même pour les questions de rationnement de l'argent, de surveillance de masse, savoir qui fait quoi avec son argent, être sûr que les gens ils ont juste de quoi vivre et pas plus pour entreprendre. Je sais pas exactement leur plan machiavélique, mais quoi qu'il arrive, des objets de surveillance de ce point-là, c'est jamais bon signe. C'est souvent signe de décadence d'un empire qui part un peu en steak. C'est ce qu'on appelle le communisme. Donc on est en train d'y rentrer, on va voir ce que ça donne. Et sinon il reste l'identité numérique à aborder, qui est un sujet au-delà du reste beaucoup plus sérieux parce qu'il est déjà effectif actuellement. Il y a des tests qui sont faits et selon le calendrier, il devrait être définitif et effectif en 2026 pour toute la France. Parce que c'est l'agenda européen qui pousse à faire ça dans toute l'Union européenne. Donc ça, c'est le truc le plus pressant, c'est ce qui va arriver le plus rapidement. Et en gros, oui, on va être des animaux domestiques qui sont surveillés. On sera plus vraiment des Français, on sera des Européens. Et même, qu'est-ce que c'est être Européen avec toute la crise migratoire, identitaire, économique et tout ce qui se passe avec dans le pays, tu vois. Ça pose de sérieuses questions, je trouve. Et leur projet, il boite déjà, je trouve qu'il bat un peu de l'aile. C'est pas comme ça que j'aurais créé les choses. Moi, j'aurais fait quoi? J'aurais misé sur le GR. On se comprend bien quand je dis ça. Inversé, j'aurais pris que du Dutch Keiltat, la grosse daronne allemande qui fait 6 enfants, tout ce qui s'appelle Heinz, Heinrich, tabasse du bois avec leur tête, qui crée des grosses scieries à partir de rien, qui te font des chars d'assaut en acier inoxydable, je sais pas ce que je te raconte, et tu fais en sorte que eux ils repeuplent toute l'Europe, tu vois. Tu les sélectionnes en fonction de la vigueur, de l'intelligence et de leur capacité à se reproduire en grand nombre et en grande qualité, et je pense qu'on résout pas mal de soucis sur le point de vue économique, sur la main-d'œuvre, sur la dénatalité et tous ces problèmes-là, tu vois. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, vers 2021, j'ai intégré le service militaire volontaire. Qu'est-ce que c'est? Le SMV, service militaire volontaire, ça a été ouvert en 2015 par François Hollande. C'est un service militaire, mais sur la base du volontariat, comme son nom l'indique. En gros, on apprend les rudiments de l'armée, la vie en communauté, la discipline, l'hygiène. On a une remise à niveau scolaire, on fait passer le permis à ceux qui ne l'ont pas, et on se fait intégrer dans le monde du travail par une formation. Et ensuite, on est directement embauché, on est mis en relation avec des patrons, on a un petit réseau pour nous aider. On fait des rencontres là-bas, on apprend des choses qui sont super intéressantes. Certains avec qui j'ai parlé ont tendance à dénigrer ce service-là. Personnellement, pour l'avoir vécu, j'ai beaucoup apprécié. J'ai vécu l'expérience comme je voulais la vivre. Moi, je voulais devenir militaire à la base. J'ai parlé avec mes supérieurs pour savoir si je pouvais continuer dans l'armée après, au lieu de trouver un métier. Ils m'avaient dit oui. Au bout de 3 mois, on avait terminé notre formation militaire initiale. Je te raconterai un petit peu tout ça dans un autre podcast, je pense, où je te raconterai ma vie militaire, on va dire, entre guillemets. C'était intéressant, il y a beaucoup de choses à raconter. Et justement là-bas, après la formation militaire initiale, on devait faire la remise à niveau scolaire et faire passer le permis. Et à ce moment-là, ils ont commencé à mettre les mesures Covid. J'ai jamais eu besoin de faire les tests, de se faire trifouiller le nez. Près de chez moi, il y avait un endroit où je pouvais le gruger, je pouvais cracher dans un pot comme ça, et ils me disaient si j'avais le Covid ou pas, donc j'ai jamais eu besoin de faire autrement que par la salive. Donc je pouvais intégrer l'armée encore comme ça, et à un moment, ils ont dit c'est trop tard maintenant, si vous voulez, parce qu'on a la cérémonie qui va venir dans pas longtemps, avec la remise des calots, tu sais, c'est là où ils disent qu'on est vraiment militaire, qu'on fait vraiment partie de l'armée. On marche au pas, on défile, on se fait remettre nos chapeaux, et il est censé y avoir
avoir toute notre famille. Sauf qu'à cause du Covid, nos familles pouvaient pas venir à condition qu'on se fasse vacciner. Et l'ironie dans l'histoire, c'est que de toute façon, avec ou sans le vaccin, personne n'est venu. Les familles n'ont pas pu venir, donc c'était quoi qu'il arrive perdu d'avance. Et on a vécu un vrai truc. J'étais avec mon ex-copine, comme je te disais, et elle et moi, on était anti-vaccin. C'était au moment où on a commencé à se documenter sur un petit peu tout ce qui se passait en France, et on a commencé à devenir ce que certains diraient complotiste. Au début, il y avait vraiment une vague de vous faites vacciner si vous voulez, c'est pas obligatoire, mais c'est mieux, tu vois. Et il y avait vraiment très peu de personnes qui se vaccinaient. Très vite, le temps est passé et ils ont commencé à rendre ça de plus en plus pressant, en disant que ouais, c'est mieux si on se faisait vacciner parce que ça commence à devenir obligatoire. Si vous voulez que vos familles viennent lors de la cérémonie, il faudra se faire vacciner. Et ensuite, ils ont juste dit ça devient obligatoire pour tout le monde. Et moi et mon ex-copine, on avait commencé à débattre publiquement pour défendre notre position. En fait, on défendait juste notre position, on disait nous, on compte jamais se faire vacciner, c'est hors de question. Hors de question qu'on se fasse vacciner, c'est expérimental. En plus, c'est Bourla qui est derrière. Bourla, c'est... Nous, on faisait absolument pas confiance aux personnes qui étaient derrière les vaccinations et on voulait pas sauter dans la gueule du loup comme ça. Donc, on n'a même pas décidé, hein, mais on est devenu le centre de l'attention à cause de ça, parce que nous, on était contre et on avait commencé à créer un petit noyau dur de résistants, de gens qui voulaient pas le faire. On est resté jusqu'à la fin. Et jusqu'à la fin, on essayait de défendre notre position. On a dû passer devant toute la classe, tu vois, parce que parfois on était en classe. On était, je pense, 30 soldats, élèves, on va dire. Et avec mon ex-copine, on défendait nos idées devant toute la classe avec le caporal, tu vois. On avait un petit débat avec le caporal et c'était très récurrent qu'il y avait des interactions avec ça, où on nous défendait. Il y a des gens qui nous soutenaient, qui nous disaient ouais, vous avez tout à fait raison. Et tu sais qu'à un moment, l'histoire, elle est aussi loin que on a été pris par un sergent, je crois, je sais plus. Il nous a fait rentrer dans le bureau, il nous a dit que ça commençait à poser problème, qu'on parle autant, qu'on politise autant le SMV parce qu'on faisait de la résistance et qu'on défendait notre point de vue et qu'on risquait d'avoir des problèmes de poursuite pour dérive sectaire parce qu'on influençait le choix des autres. Il y a des gens qui ne se faisaient pas vacciner parce que nous on défendait notre point de vue et qu'on le défendait bien et ils se ressentaient à travers nous. Mais tu sais qu'il y a même des cadres qui nous chuchotaient à l'oreille qu'on avait raison de pas se laisser faire et on est allé très loin. On est allé au sommet de la hiérarchie. Donc mon ex-copine et moi, hein, encore une fois, parce que tout le monde a craqué. Hein. Tous les gens de notre entourage a fini par craquer. Ils ont mis la pression sur tout le monde et chacun. À un moment, je regarde mon pote et lui, il y va. C'était le dernier sur qui je comptais. Et je dis, tu fais le meilleur choix selon toi, tu vois. Et lui, il m'a dit qu'il allait faire ça pour faire gendarme, que quoi qu'il arrive, il serait obligé de le faire. Moi, je voulais faire militaire et je serais obligé de le faire aussi, le vaccin. Mais je lui ai dit, ça valait pas le coup, hein. Je préfère lâcher ce rêve-là. Je préfère ne plus être militaire dans ma vie, pas me foutre ce truc dans les veines. Et lui, il est parti et j'espérais qu'il dise non. Et quand il est revenu, j'ai appris qu'il avait accepté de se faire vacciner. J'étais un peu déçu. Je me suis rendu compte que, tu sais, que vraiment, c'est dans toute la compagnie. On devait peut-être être 500 personnes au total. Mon ex-copine et moi, on était les deux seules personnes à avoir refusé de se faire vacciner. On n'était pas les seuls qui étaient contre, hein. Il y avait plein de gens qui étaient contre, il y a plein de gens qui le faisaient à contre-cœur, mais on est les deux seuls qui avons refusé. Et comme je te dis, c'est monté loin. On est allé jusqu'au, comment on appelle ça, le capitaine, le chef ultime de tout le régiment, pas le régiment, mais toute l'enceinte militaire, tu sais, qui est gérée, c'est géré par un homme qui représente ça. C'était à Montigny-les-Metz, donc je crois que c'est le capitaine, et le capitaine, il nous a reçus en personne, et nous a dit, écoutez, il n'y a pas le choix, c'est soit vous acceptez, parce qu'en plus c'est l'armée, c'est-à-dire qu'à l'armée, tu reçois des ordres, ils sont légitimes. J'accuse personne, des gens du personnel, des gens que j'ai pu rencontrer, du cadre là-bas, ils ont fait leur travail, ils ont été vraiment très bien avec nous, parce que justement, ils essaient de nous donner la parole, certains nous soutenaient, tu vois. Le capitaine, il nous a dit, donc soit vous acceptez de vous faire vacciner, soit il n'y a pas le choix, vous devez prendre la porte. Et mon ex-copine et moi, on était intransigeants, on s'est dit, on ira prendre la porte. Et c'est ce qu'on a fait, on a signé notre départ, et je me rappelle qu'il y a un truc qui nous avait assez marqué, on était en train de refaire nos affaires pour les rendre, tu vois, on avait toutes nos affaires militaires, on devait tout rendre, tout restituer. On était dans l'entrée près des chefs, là, dans les bureaux, et il y a un caporal qui passe et nous dit, c'est les meilleurs qui partent en premier. Et ça m'a marqué, tu vois, parce que c'est vrai qu'avec mon ex-copine, on était particulièrement brillants. C'est pas pour nous jeter des fleurs ou faire les shows, mais on avait l'esprit compétitif l'un vers l'autre, donc on se tirait vers le haut et on cherchait à être les plus disciplinés, à apprendre le mieux les grades. On a déjà le test d'entrée, test de quotient intellectuel, on avait performé. Il lui avait dit à elle que c'était l'un des meilleurs scores qu'ils avaient eu depuis des années, mais en tout cas, c'était une sacrée aventure et on a tenu tête pour nos idées, on est allé jusqu'au bout. Et ça, c'est vraiment un truc que je regrette pas. Et c'est pour ça que je veux m'en parler avec ce qui va se passer. C'est que plein de gens qui seront en désaccord, parce que c'est inhumain. Là, on te propose vraiment, si tu discutes avec quelqu'un actuellement et tu lui proposes tout ça, l'identité numérique, le fait de se faire tracer l'argent, de se faire rationner, le fait de se faire surveiller toutes ces conversations, mais qui dit oui? Qui signe pour ça? Mais pourtant, combien de personnes vont accepter? Mec, vous avez tous accepté de vous faire mettre un truc dans le bras expérimental que vous connaissez pas à plusieurs reprises pour des vacances, pour des biens matériels. Et ça, mec, ça m'a vraiment surpris, hein. Cette expérience au service militaire volontaire, et là, de voir ce qui nous pend au nez, parce que c'est sûr et certain, là, il y a 80% de la population, 90% de la population qui va se soumettre, hein. Vous allez tous avoir une identité numérique, vous allez tous être fliqués, vous allez tous vous faire surveiller votre argent. Voilà, c'est le communisme total jusqu'à l'effondrement de la partie européenne de l'Est. S'il y a des gens qui demandent peut-être des solutions, vous pouvez penser peut-être à l'exil, essayer de vous expatrier, sortir de la France, aller dans des coins
coins de France qui sont beaucoup plus reculés, beaucoup plus tranquilles, où vous connaissez les gens, où vous connaissez même la police. Et le réseau, c'est vraiment important. Sortez peut-être de l'Europe, allez dans d'autres pays, je sais pas. Ayez beaucoup d'argent, parce que ça aide parfois à passer certaines lois. Vous pouvez penser à sortir du système, essayer de passer, essayer de devenir des genres de vagabonds, devenir des nomades, essayer de vivre dans des caravanes, un peu à mode gens du voyage. Je pense que quand on veut, on peut. La vie trouve toujours son chemin. Donc, si vous êtes assez déterminé, vous trouverez un moyen de vivre en fonction de vos principes et de vos valeurs. Sur ce, je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que t'as fait des choses importantes pour toi, que t'as fait le ménage et que t'es content là, que t'es satisfait. Mets un j'aime, mets un commentaire, c'est pour l'algorithme. Abonne-toi à cette chaîne, ça fera grossir les rangs de notre armée. Tu peux partager cette vidéo à des gens qui pourraient être intéressés par le concept, qui ont besoin de faire leur ménage. Sur ce, dis à ta famille que tu les aimes. Fais un bisou à ton entourage de ma part. Harvie pas, mon camarade.